tous, bienvenue au musée du barreau de Paris. Vous êtes ici d'abord dans l'hôtel de la Porte, pour ceux qui ne connaissent pas cet établissement. L'hôtel de la Porte a été édifié il y a bientôt 4 siècles. Il est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en raison de son fameux escalier avec une perspective que vous ne manquerez pas d'admirer en sortant d'ici, en empruntant l'escalier entre donc le rez-de-chaussée et le premier étage. Au-dessus, vous n'avez pas le droit de monter. Mais vous verrez tout à l'heure parce que c'est vraiment remarquable. Tout aussi remarquables sont mes invités ce soir que je vous présenterai dans un instant. D'abord, vous rappelez ici qu'ils ne sont pas encore classés, mais ça viendra. Ils sont en voie de classement. Ici, vous êtes dans la propriété également de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui abrite son musée depuis quelques décennies, musée dont j'ai l'honneur d'être le conservateur. Ce musée présente des collections permanentes aujourd'hui un petit peu mises de côté, qui sont chronologiquement installées depuis votre dos, avec la partie Moyen-Âge et qui se termine ici au XXe ou au début du XXIe siècle. Mais en ce moment, nous accueillons une exposition temporaire importante, consacrée à 1914-1918 et aux avocats et à la Grande Guerre. 232 morts pendant la Première Guerre mondiale pour le seul compte du barreau de Paris, c'est-à-dire quasiment 10% du tableau est tombé ou dans la tranchée ou est mort en tout cas au front, est mort pour la France. Aucun fusillé au barreau de Paris, si je puis me permettre. De nombreux autres morts évidemment parmi les barreaux régionaux. Ce sont des confrères dont nous avons exhumé la mémoire, ces 232 avocats dont nous avons ressorti les dossiers professionnels qui étaient dans les archives de l'ordre, parce que vous le savez peut-être, ou vous le découvrirez, les lettres que nous possédons sont des lettres non censurées, adressées par des avocats à leurs bâtonniers, pour raconter ce qu'il se passait, pour témoigner aussi d'avoir vu un corps et reconnu un confrère dans la boue ou dans une tranchée, pour avoir envoyé un message à transmettre à sa famille, avoir indiqué qu'on l'avait enterré, qu'on avait éventuellement mis une croix, fait un signe, quelque chose, qu'on avait prié, qu'on avait dit un mot. Ce sont aussi des avocats qui témoignent d'avoir été commis d'office pour défendre les mutins à partir de 1916-1917, qui disent « Monsieur le bâtonnier, je n'ai jamais traité que des affaires commerciales, je n'ai jamais véritablement mis les pieds au palais de justice, j'ai fait ce que j'ai pu, ils ont tous les 4 été fusillés, vous transmettrez, etc. etc. » Voilà, ce sont des moments très importants et nous pensions utile, nous, de les célébrer plutôt que la mémoire de certains personnages, de célébrer ici la mémoire de ces 232 soldats du droit, voilà, morts pour la France. Vous prendrez quelques temps tout à l'heure, après, au moment où vous irez quand même voir nos invités et leur faire signer le livre de Jean-Pierre Rosenzweig qui est à mes côtés. Vous prendrez le temps de regarder, évidemment, quelques-unes de nos vitrines. Au-delà de ça, ce soir, je ne sais pas si c'est beaucoup plus réjouissant, de parler de justice des mineurs. Beaucoup plus réjouissant. Un peu plus réjouissant, mais pas toujours, pas toujours. On va voir, c'est le constat que vous nous en ferez qui verra s'il faut en sourire ou en pleurer parfois. Non. En tout cas, donc j'ai le grand plaisir et le grand bonheur de recevoir ce soir Jean-Pierre Rosenzweig que je vais représenter, mais qui n'est plus à présenter en théorie, et qui, à l'occasion de la publication de ce nouveau livre, Rendre justice aux enfants, un juge témoigne, d'édition du Seuil, Dominique Attias, mon autre invité, sa contradictrice mais aimable, bien évidemment, à mes côtés, à un exemplaire. Jean-Pierre Rosenzweig, c'est évidemment d'abord et surtout le président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant 22 ans, si je ne me trompe pas, ou à peu près une vingtaine d'années en tout cas. 23 pour certains, 23. Pour certains trop. Comme c'est à cause d'eux que je suis resté. Très bien. Vous avez fait une grande partie de votre carrière de magistrat, d'ailleurs, comme juge pour enfants. Je puis permettre de temps dans la justice des mineurs. Mon père m'avait dit, si tu sais faire des chaussures, tu fais pas des costumes. Très bien. Donc, vous avez fait de très belles chaussures dans la justice des mineurs. Vous allez nous en reparler. Vous êtes aujourd'hui, on va dire honoraire, je pense, ou en tout cas, non plus dans la magistrature. Viré de la magistrature. Viré de la magistrature. Parce que trop vieux pour juger. Écoutez, vous pouvez rejoindre le barreau parce que nous, on aurait l'accueil en revanche, les esprits à votre femme ne veut pas. Mais ma femme ne veut pas. Si c'est votre femme. L'escalier, il n'y a pas d'âge, on est juste classé après. Parfait. En tout cas, donc on est très heureux de vous accueillir. Je vais pas revenir. Avocat honoraire. Et vous êtes... je suis avocat honoraire de Bobigny. Vous êtes avocat honoraire de Bobigny. Il paraît que c'est rarissime, mais je suis avocat honoraire de Bobigny. Ben parfait, bienvenue au barreau de Paris en tout cas. Donc voilà. Ici au barreau de Paris, on est dignement représenté parce que j'ai à mes côtés évidemment Dominique Attias, avocate importante, qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup sur la justice des mineurs, qui a été
notre vice-bâtonnière, et je suis vraiment ravi qu'elle nous fasse l'honneur de venir ce soir porter un peu la contradiction donc, à Jean-Pierre Rosenzweig. Je pourrais la présenter plus longuement sur beaucoup d'autres facettes, mais c'est ce soir, je pense, cet angle-là qui nous intéresse plus particulièrement. Elle est le vice, je suis la vertu. Celle-là, on lui a déjà faite, je crois, quelques fois. Vous savez, surtout, on a un point commun, vous avez relevé. Je crois que oui, on l'a fait. Vous avez relevé le point commun Dites-moi. entre nous deux? Quel est votre point commun? Vous en avez beaucoup. Vous êtes des gens de rock, vous êtes des gens de... On est tous les deux membres du collège Droits des enfants auprès du défenseur des droits. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah écoutez. C'est pour ça que ça m'amusera de voir comment Dominique peut être ma contradictrice. Ah, j'ai une contradictrice aimable, c'est juste pour animer la conversation et nous aider, donc ça ne s'agit pas. Si vous voulez qu'on fasse un match de boxe, c'était pas le bon jour. Je peux l'organiser si vous le souhaitez. Nous sommes d'accord. Donc c'est une contradiction, c'est une audition contradictoire parce que nous aimons bien. Contradictrice, j'étais venue pour militer et que toutes les personnes présentes deviennent des porteurs de la parole pour les enfants. Donc très bien. Moi c'était pour ça que je suis venue. Alors, je crois que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de pièces pour vous lancer, pour que le jukebox parte tout seul. Donc, en tout cas, le principe de ces auditions, ce sont des auditions contradictoires. C'est pour que vous compreniez que nous sommes très attachés au contradictoire et donc à la possibilité d'entendre plusieurs voix, même si elles convergent. Voilà, ça nous semble un élément important et un corollaire utile du débat démocratique et du débat d'une justice qui serait digne de son nom. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous avez le droit de prendre la parole si vous le souhaitez, sinon j'ai des très belles questions à vous poser. Mais je sens que vous allez vous lancer tout seul. Tu prends un risque si tu lui donnes la parole. Ça, je l'attendais pas. Alors, il va falloir que je le plaque pour l'arrêter. Attention. Pour faire rire Dominique, je vais lui dire que je vais être bref. Pour le pincer. Alors, donc, soyez bref. Mais j'aime bien le débat contradictoire. Dans des colloques auxquels je participe, j'ai jamais pris autant de plaisir que soit d'être intervenant avec un contradicteur, soit d'être le contradicteur d'un intervenant. Je pense qu'effectivement, les discours massifs et monolithiques sont difficiles à digérer. Et chiant. Bon, disons difficiles à digérer par l'auditoire. Allez, pour lancer le débat sur la justice des mineurs. Bon, l'actualité, vous la connaissez, c'est Bobigny, mais c'est intéressant parce que c'est quelque part des magistrats qui disent on n'a pas les moyens d'agir. Bon, le juge pour enfants, les procureurs de la République sont des magistrats qui ont cette caractéristique depuis 1912 de ne pas travailler seulement avec le code pour sanctionner le passé, mais travailler avec l'action sociale pour transformer la personne. Et on va voir que je pense qu'à l'occasion du débat, on verra que ce n'est pas très digéré par les hommes politiques. Pour les hommes politiques, grosso modo, la justice des mineurs, c'est une sous-justice des adultes, et à gauche ou à droite. Alors à droite, ils sont pour qu'on abaisse la majorité, à gauche, ils sont pour qu'on punisse un peu moins sévèrement les enfants que les adultes. Je caricature, hein, puisque déjà on ne sait plus ce que c'est que la gauche et la droite, donc je suis en train de caricaturer. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, si le tribunal est privé de moyens humains, il ne peut pas agir. Pas seulement en termes de mètres carrés, de greffiers, etc., mais en termes de travailleurs sociaux. D'avocats, bien sûr. Je vous rappelle que pendant très longtemps, il n'y avait pas d'avocats dans le champ de la justice des mineurs. Il a fallu qu'on se batte. Ça s'est senti dans le livre. Hein? Ça s'est senti dans le livre. Plus fort, plus fort. Ça s'est senti dans le livre qu'il n'y avait pas d'avocat, parce que une ou deux fois, il y a eu le mot avocat, hein, Jean-Pierre. Oui. Mais je me suis dit, mais où sont les avocats? Donc je me suis dit, je vais être là pour lui expliquer que nous existons et que nous sommes militants et que nous avons une fonction. D'accord. Et on peut même rajouter que c'est grâce à moi que c'est fait, et se fait maintenant quasiment tous les ans, les assises des avocats de mineurs. C'est moi qui voulais créer, l'accompagner en son temps. Allez, en d'autres temps, dans ce que je veux dire par là. Aux Antilles, on dit c'est le poteau mi-temps. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le poteau central. C'est en général les femmes qui sont aux Antilles. Mais là, nous avons le poteau central qui est notre magistrat, Jean-Pierre Rosenzweig. Alors, tout ça pour dire... On va le laisser. Je t'amène très vite. C'est une justice qui, effectivement, et Dominique me confortera avec moi, où la défense, l'idée même de défense n'avait pas sa place. Quand moi je disais à des familles, vous avez le droit d'avoir un avocat, ils me disaient, vous êtes notre juge. Sous-entendu, on vous conteste, on n'est pas d'accord avec vous, mais notre juge, on le respecte, on l'obéit. Mais ça s'expliquait. Oui, ça s'expliquait. Et effectivement, jusqu'aux années récentes, il n'y avait pas de contradictoire, pour reprendre l'expression que vous utilisiez. Allez, en d'autres termes, c'est une justice originale. De mon point de vue, c'est plus de l'action sociale judiciaire qu'une justice des mineurs, des gens de moindre importance, mais il n'empêche que si les juges sont tout nus, non pas travailleurs sociaux, ils sont tout nus. Ce qui se passe à Bobigny, c'est intéressant politiquement, parce que ça prouve que c'est pas que les juges qui rendent la justice, c'est la société qui rend la justice. C'est le cœur du bouquin que j'ai fait, qui a essayé de démontrer que certes, nous les juges, on joue un rôle quelque part, avec les avocats, les éducateurs, tout ce qu'on veut, mais on n'est finalement que les instruments d'une stratégie politique, d'une sensibilité politique qui existe
à certains moments donnés, ou qui n'existe pas, avec des contradictions. Aujourd'hui, pour dire les choses très crûment, c'est plus le droit à l'enfant avec la PMA qui intéresse les gens que le droit des enfants. Il faut appeler crûment les choses. Est-ce qu'on peut presque dire que parfois on se dit peut-être que c'est mieux, compte tenu du fait que maintenant les enfants sont devenus uniquement un enjeu politique et que la problématique véritable des enfants n'est pas étudiée? Ça, c'est un paradoxe, si tu veux. Moi, si je vais à la fin du film, je pense que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, où on voit toutes les politiques qui sont suivies, sont des politiques verticales, sectorielles, mais c'est des politiques contre la violence des enfants. Débat sur les policiers dans l'établissement scolaire, contre la délinquance, contre la toxicomanie, contre la pédophilie, contre ceci, contre ça. Tout ça, ce sont des politiques contre. Il n'y a pas de politique pour. Et il n'y a pas de politique pour parce qu'il n'y a pas... L'enfance et la famille ne sont pas des objets de politique. Et ça se voit très bien dans l'écriture. Les enfants ne votent pas. Dans l'écriture gouvernementale. Alors, tout ça pour dire, et pour terminer ma présentation, je pense qu'effectivement, c'est une justice qui a besoin de différents dispositifs pour fonctionner. La loi, oui. Et avec Dominique, on a contribué, et on va encore contribuer à faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, le droit des enfants n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, petit 1. On a même comme projet tous les deux de déboucher un jour sur un code de l'enfance. Pas comme dit mon beau-frère Claude Weisgen, un code des devoirs des enfants, mais un code des droits des enfants, dont découlent des responsabilités, ce qui n'est pas la même chose. Deuxièmement, effectivement, et je termine avec ça, si le juge n'a que la loi, il ne peut pas agir, il a besoin des services sociaux. Or, le débat est très politique au sens où, dans ce domaine-là, il y a une co-responsabilité de l'État et des départements. Bien entendu que Mme Belloubet a raison de dire c'est pas à nous de donner les moyens au tribunal de fonctionner, c'est au département. Mais le département n'a pas tort quand il dit que la DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est l'État qui la donne, quand l'État limite à 1,1% l'augmentation des dépenses, notamment sociales, quand l'État ne prend pas en charge les mineurs étrangers isolés. Je vais vous donner ce chiffre et je termine après avec ça. L'État s'apprête, il a signé un accord avec les départements. Je ne sais pas comment les départements ont pu signer, mais en tout cas, ils ont signé. Donc, désormais, l'État, qui paye simplement 5 jours à 250 € pour la prise en charge de jeunes pendant 3 ans, va désormais payer 2500 € pour l'évaluation au premier jour, 90 € pendant 13 jours, et ensuite va offrir généreusement 20 € au département pour prendre en charge un enfant. Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre en charge un enfant? En plus, un enfant qui vient de loin, avec des problèmes de culture, d'instruction. J'allais dire à 20 € par jour. Donc on voit très bien que derrière l'organisation institutionnelle, le tribunal, en réalité, c'est l'ensemble de la société, de ces articulations qui sont en cause. Et la question est de savoir, est-ce qu'effectivement, comment on répartit les compétences entre l'État, le département et le secteur associatif qui gère l'ensemble de ce dispositif. La conclusion de ma conclusion, c'est de vous dire d'entrée de jeu, c'est pas seulement un débat, ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est pas un débat, bon, je fais de la provoque souvent, hein, pour retenir l'attention, c'est pas un débat judéo-chrétien. Ces beaux petits enfants, il faut qu'on s'occupe d'eux. Moi, j'en ai rien à chier. L'enfant, c'est chiant, même les enfants. Souvent, hein, ça passe le temps à gueuler, ça passe le temps à agresser. C'est chiant, les gosses. Pour moi, c'est qu'un prétexte à militer pour les droits humains. Mais il n'empêche que derrière cette question de l'enfance, il y a une question de l'organisation sociale, des politiques, du statut des personnes. C'est ce que j'ai essayé de montrer à travers le bouquin. Tiens, prenons un seul exemple sur l'IVG. Denis Barthélemy, qui était le premier, moi qui fus le deuxième, eh bien, on a contribué à faire en sorte que toutes les jeunes filles de France qui sont enceintes et qui souhaitent interrompre leur grossesse et qui ne disposent pas d'un environnement parental qui va accepter de leur donner l'accord, eh bien que toutes ces jeunes filles puissent avoir les mêmes droits que ceux qui vivent avec papa-maman et pour lesquels ça fonctionne relativement bien. Donc, même cette justice des mineurs, elle peut quelque part contribuer à faire reconnaître de nouveaux droits. La jurisprudence que nous avons fondée en 1978-79, c'est devenu la loi de 2001 à travers Ségolène Royal. Donc vous voyez, c'est une justice où on peut faire progresser les libertés, mais c'est une justice aussi qui, dans le même temps, et qui prend en charge plein de jeunes, bien évidemment, mais dans le même temps, qui est une justice très très politique. Voilà. Alors vous remarquerez qu'il n'a pas repris son souffle. Que tout a été dit dans ce... Non, mais c'est un de ses côtés remarquables. C'est-à-dire que parce que là, c'est par politesse, parce que je suis là, à un moment donné, que je puisse reprendre la parole. Mais qui s'est arrêté. Il peut faire ça. Oui, parce que sinon, il est capable de dire que je suis phallocrate. Une demi-heure sans même avoir respiré. Donc, je peux vous dire qu'il a fait ça pendant 23 ans. Donc, je vous encourage à lire ce livre, surtout vous qui êtes pour la plupart avocats et avocates, parce que vous constaterez quelque chose. C'est surtout dans ce qu'il n'y a pas qu'on peut réfléchir plutôt que ce qu'il y a. Alors, il y a plein de choses, notamment en lisant ce livre qui vraiment peut être lu, y compris par des personnes qui ne connaissent pas la justice des mineurs. Jean-Pierre Rosenweg, qui vraiment écrit beaucoup,
toute heure du jour et de la nuit, parce que si vous voyez son blog, ses livres, ses machins, il n'arrête pas. Et même pendant qu'il était en fonction, hein, c'est une sorte de magicien. Il y a quelque chose d'assez, grâce au service public, hein, il y a quelque chose d'assez intéressant et que vous pourrez constater si vous avez l'occasion de lire d'autres livres qui ont écrit d'autres juges des enfants, notamment Catherine Sultan. Une chose tout à fait étonnante, c'est que les avocats sont quasiment absents. Ce qui est assez intéressant parce que c'est quelque part quand même le syndrome du juge qui a existé longtemps d'ailleurs, qui est « je suis le juge des enfants, donc je connais l'enfant, mon juge », comme disent les enfants, et nous n'avons pas besoin des avocats. C'est vrai que, allez, jusqu'à il y a 20 ans, notre rôle était plus circonscrit. Pourquoi ? C'est parce qu'en définitive, le parfum de l'ordonnance de 45, qui était de faire vraiment primer, disons, l'éducatif sur le répressif, faisait que, les jeunes avaient un droit qu'on dit à l'oubli, hein, puisque plus de casier judiciaire à l'âge de 18 ans. C'est vrai que, allez, c'était beaucoup plus des audiences de cabinet, des remises à parents, des admonestations, de l'éducatif pur et dur, on va dire. Ce dont tu as parlé tout à l'heure, hein, Jean-Pierre, en disant c'est du socio-psycho et peu de juridique. Mais pourquoi nous essayons désespérément de sortir de l'ombre? Alors, nous sommes par force sortis de l'ombre au pénal, puisque l'avocat est désormais obligatoire, y compris dès le début de la garde à vue, et j'allais dire obligatoire sans qu'on demande aux parents ou autres, mais depuis novembre 2016, obligatoire au pénal. Mais ce qu'on appelle pour l'enfance en danger, quelles que soient nos bagarres, alors que l'enfant risque quand même, et donc la famille quelque part, risque de se voir son enfant enlevé par des placements, l'avocat n'est pas obligatoire. Et par un étrange phénomène, alors que devant le juge aux affaires familiales, nous sommes très souvent désignés à l'heure actuelle pour être aux côtés de l'enfant, mais l'enfant est une sorte de témoin, hein, c'est vrai. Le magistrat a l'obligation d'entendre le jeune qui demande à être entendu, s'il a le discernement. Ajoute que c'est récent, 2007, parce qu'on s'est battu pour. Hein. 2007, nous sommes d'accord, et on est très souvent désigné, à notre grande surprise, très souvent. Par contre, mais l'enfant n'est pas parti à la procédure. Hein. Par contre, en assistance éducative, où l'enfant est parti à la procédure, où les enjeux sont aussi majeurs, alors que le magistrat a l'obligation d'indiquer à la première audience que le jeune a le droit d'avoir un avocat et que cet avocat sera désigné par le bâtonnier, donc sans frais pour les parents, puisque nous sommes royalement rémunérés et rétribués par l'aide juridictionnelle, nous ne sommes jamais désignés. Pourquoi ? Je pense fondamentalement, et quand j'en ai parlé avec des quantités de juges des enfants, hein, c'est pas du tout qu'ils veulent pas de nous, c'est qu'ils ne voient pas notre utilité. Je suis le juge. L'enfant est en danger. Il y a les services éducatifs. Donc, je n'ai pas besoin d'avocat. La même chose au pénal. Nous n'étions pas visibles, mais nous sommes maintenant obligés d'être visibles. Pourquoi ? Parce que les jeunes, c'est contre, comme tu le dis Jean-Pierre, les jeunes sont traités désormais, j'allais dire, dans beaucoup de cas, comme des petits majeurs, de vrais enjeux. Tu le signales très justement dans ton livre, Jean-Pierre, jamais il n'y a eu autant d'enfants incarcérés. Il est possible même d'incarcérer un jeune dans certaines conditions à partir de l'âge de 13 ans. Il est possible désormais, à partir de 13 ans, dès la première infraction, parce qu'il n'a pas répondu à des convocations, etc., d'être envoyé dès 13 ans dans des centres éducatifs fermés, on en reparlera.
parce que les bagnes ont été supprimés en 70 et quelques, hein, et bien maintenant, certains CEF, je vous conseille, très intéressant, d'aller sur le site de la contrôleure générale des lieux de privation et de liberté et de voir les premiers rapports de Delarue, les nouveaux rapports de Adeline Hazan sur ce qui se passe dans certains CEF. Vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête. Plus de droit à l'oubli. Un gamin garde son casier judiciaire. Oui, on peut l'enlever sous certaines conditions. Oui, le parquet a un casier judiciaire. Les fichiers fleurissent. De police, rajoute possible. Comme j'allais dire, voilà, des pâquerettes dans une prairie. Jusqu'à 40 ans. Hein. Jusqu'à 40 ans, avec des gamins, parce qu'ils ont joué à touche pipi dans certaines conditions, se retrouvent fichés comme agresseurs sexuels. Certains pourraient pas être ministres. Et pendant ça c'est un cadeau qu'on leur ferait, mais pendant 40 ans fichés, ben oui. Et savez-vous qu'en France, un enfant de 10 ans peut avoir un casier judiciaire. Pourquoi ? C'est tout le temps. Parce que les sanctions éducatives, on avait râlé, hein, on avait dit oui, sanctions éducatives, puis on s'était dit oh, sanctions éducatives, mesures éducatives, sauf que les sanctions éducatives sont portées sur le casier judiciaire, donc en France. Nous sommes un des, et peut-être le seul, peut-être que Jean-Pierre doit mieux savoir que moi, mais je crois le seul pays où un enfant de 10 ans a un casier judiciaire. Quand on connaît la posorosité de tous ces fichiers, on s'étonne quelquefois d'avoir des jeunes clients qui jamais ne pourront rentrer dans certains métiers. Jamais de leur vie entière. Ne cherchez plus maintenant. Et maintenant, c'est ce qu'on a dit et c'est ce que disent les magistrats aussi aux éducateurs. Mais n'orientez pas ce jeune vers ce genre de métier. C'est droit dans le mur. C'est droit dans le mur. Donc, ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous dit que quand on vous bassine du matin au soir, là on est un peu plus tranquille depuis que M. Sarkozy n'est plus en fonction, mais ça risque de revenir. On a maintenant l'histoire du pistolet, je ne sais pas où, enfin ça revient, ça revient, je veux dire, par vague. Par vague. Ces gamins sont plus poursuivis que les adultes, on est d'accord ? On peut donner un chiffre. Hein. Le taux de classement sans suite pour les adultes est aujourd'hui de 12,5-13%. Le taux de classement sans suite sec. Hein. C'est-à-dire que le parquet estime qu'il n'y a pas matière ou qu'il ne veut pas poursuivre. Je ne vais pas plus loin parce qu'on est quasiment tous des juristes, donc on connaît tout ça. Pour les mineurs, le chiffre est de 5,6. En d'autres termes, alors oui, il était de 40%, 60% il y a 30 ou 40 ans, c'était abracadabrant. Le parquet poursuivait quasiment jamais. Ceci, c'était des vols de poules, c'était des vols de vélo, j'en passe les meilleurs aujourd'hui. Incontestablement, c'est des choses qui sont plus graves que ce n'était il y a 30 ou 40 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que plus souvent un mineur sera poursuivi qu'un majeur. Et même, à un moment donné, l'utopie du procureur de Bobigny était de dire zéro classement sans suite. C'est-à-dire une réponse judiciaire à tous les ans. Et un autre chiffre, puis tu reprends la parole pour prolonger, mais qui est important, et que peu de gens connaissent, peu de politiques, peu d'avocats, etc., c'est que 65%, et c'est un chiffre très politique dans le contexte actuel, hein, gauche et droite confondus, ils sont sur la même ligne. La montée en puissance du rôle du parquet. 65% de la délinquance juvénile connue, c'est-à-dire qui fait l'objet d'une enquête de police ou de gendarmerie, sachant que le taux d'efficience de la police est très faible, ça c'est une paire de manches, 65% de la délinquance des mineurs connus est traitée par le seul procureur de la République, et aucun juge ne verra l'affaire, à travers des classements sans suite sous condition, avec des obligations de suivre une psychothérapie, une obligation de faire ceci, une obligation de cela. Grosso modo, c'est toutes les obligations qui sont dans le contrôle judiciaire, qui sont, c'est-à-dire, à disposition du procureur de la République. L'honnêteté veut dire, parce que ça ne sert à rien d'en rajouter et dire des conneries, on se fait ramasser par la patrouille. L'honnêteté veut dire que pour de très jeunes délinquants et des primo-délinquants, la peur du procureur fonctionne encore, la peur de la justice fonctionne encore. C'est-à-dire que, grosso modo, le taux de réitération est de 2 pour 10, c'est-à-dire quasi, c'est utile. Le vrai problème politique qui est posé, au sens noble du terme, c'est dans un acte de délinquance, être délinquant, c'est pas commettre un acte.
Je disais ça un jour avec le ministre de la Justice, avec qui j'avais fait avouer devant le procureur et devant le préfet, que, comme tout le monde, il avait été délinquant quand il était jeune. Mais il dit, M. Rosenweg, je n'ai volé que du chocolat. Je dis, Monsieur le ministre, dans votre parti politique, vous n'arrêtez pas de dire que qui vole un œuf vole un bœuf. Bon. Ça, je lui ai dit, vous avez vu comment un magistrat peut faire avouer un ministre de la Justice. Mais je lui ai dit, vous étiez délinquant au sens formel du terme, mais vous n'étiez pas délinquant au sens sociologique du terme. Ce qui est un jeune délinquant, c'est un jeune qui est dans une séquence de vie. Quand il fait un délit, il en fait 10 ou il en fait 20. Pour reprendre l'expression anglo-saxonne qui ne me plaisait pas à un moment donné, mais qui, à mon avis, est bien plus fine qu'on me disait, ce sont des jeunes qui sont en conflit avec la loi. Ils ne respectent pas la loi parce que la loi ne fait pas, au bon sens du terme, ne les protège pas. Ils ont tort et ils ont raison. C'est plus qu'anglo-saxon, c'est le terme, j'allais dire, dans les textes internationaux et européens. Mais c'est venu des anglo-saxons. C'est mieux. Mais je suis d'accord. Parce que c'est moins stigmatisant que mes délinquants en conflit avec la loi. Donc, en d'autres termes, la question qui est posée au procureur de la République, c'est derrière un vol de vélo ou derrière une agression, est-ce que c'est un fait ponctuel lié à la crise d'adolescence, la connerie, le ceci, le cela, ou est-ce que c'est un fait? Ça peut être un petit fait, mais qui est révélateur de quelque chose d'important. C'est ça le nouveau rôle du procureur de la République. Or, quand vous voyez comment fonctionne un parquet, je ne sais pas si vous avez mis les pieds dans un parquet pour mineurs, tu le connais bien mieux que beaucoup de gens, le juge, le procureur moderne, c'est une jeune femme de 25-30 ans, avec des écouteurs, qui est branchée sur tous les commissariats gendarmerie du coin, qui doit à 150 à l'heure évaluer une situation, prendre une orientation. C'est tellement lourd à supporter qu'on lui a mis ce qu'on appelle une doublure, un deuxième magistrat pour la soutenir et l'accompagner. Et pas question de venir faire du bruit, de faire n'importe quoi, hein, vous la perturbez. Et à 150 à l'heure, il faut prendre des décisions. Je classe pas, je prends telle ou telle mesure. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une telle défiance du politique à l'égard de la justice des mineurs et du juge surtout. Des juges du siège. Du juge du siège, disons, du juge des enfants, et du juge des enfants plus spécifiquement, qui est censé être laxiste, 80% des gamins, on ne les revoit jamais. Hein. Il faut le dire, 80% on ne les voit jamais. Ce qui reste, c'est les 20% qui sont plus compliqués et pour lesquels il faut travailler beaucoup plus. Qui sont effectivement dans une séquence d'associalisation. Et pour lesquels, souvent, pendant une séquence assez brève d'ailleurs souvent, réitère, vrai mal-être, etc., avec dossier d'assistance éducative quelquefois, et même souvent ouvert, ce qui veut dire que ce sont d'abord des enfants en danger. D'accord? Et pourquoi c'est donc du coup une telle défiance du juge des enfants soi-disant laxiste, ce qui est absolument faux, la preuve, tous ces gamins incarcérés, n'empêche que, j'allais dire, maintenant le pouvoir est donné au parquet. C'est le parquet qui décide évidemment de l'opportunité des poursuites, mais c'est le parquet qui a la main sur tout maintenant. Alors je vais compléter ce que tu disais tout à l'heure sur la défense, après on passera à autre chose. Deux éléments. On s'est battu, et on a été battu à Bobigny, il y a 10 ans, il y a 15 ans, avec M. Molins, avec d'autres procureurs qui étaient là, qui étaient des gens tout à fait intelligents et qui n'avaient pas le couteau entre les dents. Et qui connaissent la justice. Et qui connaissent bien. Et nous sommes battus à quelques-uns, et on n'a pas été relayés. Notre idée était de dire qu'il faut un avocat dans le bureau du procureur, quand le procureur... Un des arguments qui était soulevé à l'époque, pour aller contre, vous judiciarisez le débat devant le procureur. Donc on a été battus par des gens qui partageaient parfois les mêmes valeurs que nous. Bon, allez, on a échoué. Donc effectivement, tu as raison de dire, moi c'est mon point de vue, il y a un tas de lieux dans lesquels se jouent des droits, dans lesquels il n'y a pas réellement une défense. Ça c'est un débat général. Ça vaut pour l'éducation nationale, ça vaut pour l'aide sociale. J'ai fait la loi du 6 juin 1984 sur le droit des enfants d'être assistés de la personne de leur choix, et notamment d'un avocat dans les services sociaux. Je peux te garantir, quand j'étais au ministère des Affaires sociales, ils m'ont dit, vous les judiciarisez? J'ai dit non, c'est un droit de l'homme de base. Tout individu a le droit de se présenter avec qui il veut. D'ailleurs, si moi je suis malade, avec qui je vais à l'hôpital? Avec ma femme. Et réciproquement, on va toujours avec un être qui vous est cher, dans une situation qui est délicate. Donc, soit l'aide sociale en France, soit devant la justice, on doit pouvoir être accompagné de la personne de son choix. Et pour remonter légèrement à ce que tu disais, à la fois tu n'as pas tort, j'ai pas tort non plus, sur le juge pour enfants tout-puissant qui s'est investi, mais dans le même temps, l'honnêteté veut de dire que quand, dans les années 75-80, on se retournait autour de nous pour regarder la défense, il y avait quoi? Il y avait des avocats qui passaient leur temps à l'audience pénale de dire indulgence, indulgence, indulgence. On est d'accord. Alors qu'aujourd'hui, un vrai avocat des enfants est plus futé que le juge pour enfants pour une raison qui est très simple, que personne ne dit. Lui, il va être dans le secteur pendant 30 ans, 40 ans. Absolument. Le juge pour enfants va y rester 2 ou 3 ans. L'avocat spécialisé à la culture du terrain. On est le fil rouge maintenant. Voilà. Et je reviens sur l'anecdote tout à l'heure. C'est un des trucs dans le bouquin
que je vous recommande de lire, non pas le bouquin seulement, mais ce chapitre-là, parce qu'il est politiquement intéressant, non pas sur la décision, mais sur le mécanisme judiciaire. Quand nous avons pris nos décisions avec Denis Barthélemy, moi et quelques autres sur les IVG, qu'est-ce que j'aurais souhaité, je le disais à l'époque, d'avoir un avocat qui me dépose des conclusions. En me disant, monsieur le juge, je vous demande de juger que cette jeune fille, qui n'a pas de parents qui exercent l'autorité parentale, elle est en droit comme tout le monde. Et moi, Pénard, j'aurais demandé son point de vue au procureur, qui m'aurait dit oui, parce que c'est lui qui m'avait saisi. Bon, ok. Et moi, je pouvais, pénalement, j'étais obligé de me faire l'avocat, le consultant juridique, le juge. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on sort d'une époque, et j'espère qu'on va évoluer, et je pense qu'on évolue, d'une époque où, effectivement... Mais non, mais on a déjà beaucoup évolué. On sort dans une époque. On est sorti. Hein. Non, mais... J'en tousse. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que l'avocat moderne des mineurs n'est plus celui qui fait indulgence. Mais il y a encore, on est vivant, donc je l'ai vécu, il y a moins de 40 ans, c'était ça. Quand nous avions des avocats. On a commencé. Alors aujourd'hui, je pense que le barreau a pris conscience que les libertés, notamment pour les familles les plus fragiles, se jouent notamment au tribunal pour enfants, en matière pénale et en matière civile. Maintenant, effectivement, il y a des résistances. Pourquoi vous ne voulez pas de nous en assistance éducative? Moi, je ne veux pas de toi. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de toi. Pourquoi les juges des enfants n'arrivent pas à intégrer le fait parce qu'il n'y a pas encore eu cette maturation, j'allais dire, suffisante. De mon point de vue, ça peut-être être non pas trop technique, mais je crois que pour une grande partie, ta critique est fondée, les juges pour enfants sont encore dans l'accompagnement caritatif et non pas dans la prise en compte des droits des personnes. Et la difficulté de l'exercice, qu'on dénonçait il y a 5 ou 10 ans à quelques-uns, c'est qu'à la fois, il faut réintroduire du droit dans la justice des mineurs, c'est un paradoxe, mais on s'est battu pour, et on y est relativement arrivé. Mais dans le même temps où on introduit du droit, il ne faut pas tomber dans le juridisme, parce que la spécificité de la justice des mineurs, c'est qu'elle ne travaille pas seulement avec le code civil, avec le code pénal, elle travaille dans la transformation de la personne. Donc il faut à la fois du droit et de l'action sociale. C'est très dur à concevoir. Le problème qu'on a avec la justice des mineurs, c'est que nous avons des textes, d'accord, et que pour ne pas tomber dans le juridisme, on ne les applique pas. Je suis d'accord avec toi. On demande aux enfants, qu'il faut trouver un équilibre. On demande aux enfants, j'allais dire, de respecter la loi. Tout à fait. Et nous, on et les adultes qui sont là dans le cadre judiciaire ne respectent pas les textes qui sont... Donc il y a... et les enfants, enfin, évidemment, ils ne connaissent pas les textes, mais ils sentent. On peut prendre un exemple volontairement polémique et d'actualité. Ouais. 2011, tu t'en souviens, M. Barthelone, à la veille des élections législatives, mais pas seulement pour ça, parce qu'il sentait que dans son territoire, il y a peu de gens qui le savent, mais moi j'étais bien placé pour le savoir, il y avait 3 ou 4 circonscriptions dans lesquelles les travailleurs sociaux étaient mal à l'aise à s'occuper des mineurs étrangers isolés. Et à devoir s'occuper trop, de leur point de vue, des mineurs étrangers isolés, ils ne pouvaient pas s'occuper suffisamment, disait-il, des enfants de chez nous, quoi. Et Barthelone, qui est un très fin politique, s'est dit un jour, je vais avoir une affaire Marina, je vais avoir un gamin qui n'a pas été suivi, et je pourrais toujours dire que je m'occupais des enfants étrangers, on me dira, tu t'es pas occupé des gens de chez nous et des gamins de chez nous qui sont là. Très finaux, très politiquement. Il a prévenu Mercier, le ministre de la Justice, au mois de juin, lequel n'a pas lu le courrier, mais il se tutoie, c'est con. Au lieu de se tutoyer, il ferait mieux de se vous voyez, mais de se respecter. Bon, bref, il n'a pas lu le courrier, c'est ce que Mercier m'a dit un jour. Bon, bref. Et il lui a dit, si au mois de septembre, l'État n'assume pas ses responsabilités, au mois de septembre, j'arrête de prendre en charge. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc, en d'autres termes, je me suis retrouvé, en première partie du truc, première partie de la semaine, je vais le faire, je caricature, hein, ça s'est joué sur 15 jours, après ça a pris 3 mois. Première partie de la semaine, je me retrouve avec le président du conseil départemental qui refuse d'exécuter mes décisions. Mais j'avais un procureur, une femme procureure d'un public extraordinaire, qui est allée accompagner les gosses étrangers dans le bureau de M. Barthelone. C'est-à-dire que le matin, on discutait en réunion civile, citoyenne, est-ce qu'on n'a pas café, etc. Et l'après-midi, c'était le procureur qui accompagnait. C'est pour ça que le procureur, c'est quand même des magistrats, pas toujours. Elle s'est fait jeter, bien évidemment. Donc j'avais le président du conseil départemental qui violait la loi. C'est pour rejoindre ce que tu disais. Dans le même temps, j'avais le ministre de la Justice, à travers le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, qui dans un premier temps avait accepté de prendre des mesures et a reçu l'ordre de ne plus en prendre. Donc le juge pour enfants que j'étais, c'est ce que disent les juges pour enfants de Bobigny aujourd'hui, hein. C'est pour ça que j'ai connu ça il y a quelques années. Il prenait des décisions à la demande du procureur. Le procureur lui disait, ce gosse est en danger, vous devez vous en occuper. Le juge les recevait, prenait une décision, les confiait à l'aide sociale qui refusait de les prendre en charge, et les confiait à la justice qui refusait de les prendre. Enfin, au ministère de la Justice. Moi, j'ai poussé le bouchon parce que je me suis
à ce niveau-là de folie, poussons le bouchon, j'ai pris un truc tout à fait original dont personne n'a jamais parlé d'ailleurs, j'ai confié à l'un et à l'autre. J'ai pris des décisions en disant je suis confronté comme président du tribunal pour enfants à un vieux couple qui refuse d'exercer ses responsabilités. Vous retrouvez ça dans le bouquin, c'est très intéressant. Ah, j'ai oublié que je l'avais raconté. Ah si, Ce qui prouve que tu l'as lu et que c'est bien moi qui l'ai écrit parce que j'ai oublié de le dire. Allez, derrière la plaisanterie, mais c'est pour rejoindre ton point de vue. C'est d'ailleurs c'est ce qui a permis... Oui, je t'ai mis franchement sur l'anecdote de vitesse. Effectivement, des juges qui se retrouvent avec le monde adulte, le monde politique qui refuse d'appliquer. Alors, je peux dire, parce qu'il y a, bon, on verra. Non, oui, c'est retransmis. C'est retransmis, bon. C'est sur YouTube. Alors, en tout cas, j'ai pas osé faire ce que j'aurais voulu faire comme citoyen et comme militant. C'est dire aux gamins, puisque vous devez dormir, parce que c'était ça la réalité, hein, que peu de gens connaissaient, ils dormaient dans les fourrés. Et je me donne une anecdote. Tous les soirs à 17h, il y avait devant mon bureau un forum, c'est marrant, on se croirait en Afrique, avec une dizaine de gosses, le directeur du CA, du service éducatif auprès du tribunal, le directeur territorial, et on distribuait les francophones parlant aux non-francophones, je vous jure, hein, devant la porte de mon bureau, on distribuait un ticket de restaurant aux gosses et un ticket de métro en leur disant « Allez manger place du colonel Fabien, vous aurez la maraude de Médecins du Monde ». La protection des enfants en danger, c'était ça en 2011. Et j'ai hésité à dire aux gosses... Je suis désolée, mais on n'est pas loin. Hein, non, parce que quand on va... C'est pour ça que je raconte venez au tribunal de Paris... C'est pour ça que je raconte l'histoire. On a réussi à mettre en place des permanences pour recevoir ces jeunes qui sont donc considérés comme majeurs. Eux, ils sont mineurs, et donc c'est les avocats de l'antenne qui se dévouent et qui les reçoivent. Ils sont une vingtaine... les jours de permanence, à attendre, et quand l'hiver arrive, ils viennent en disant, bon, est-ce qu'on peut avoir des sandwichs, et où est-ce qu'on peut se doucher chez vous? Donc j'allais dire, rien n'a changé. Une anecdote, au tribunal de Bobigny, c'est mes greffières le matin, sans que je leur demande rien, qui sur leur argent personnel, et certaines greffières apportant des billets de 50 €, c'est ma greffière qui me l'a dit, qui payaient le petit déjeuner aux gosses qui avaient dormi dans les fourrés. Bon. Et je m'étais dit, tu vas leur dire d'aller manger au supermarché du coin. Parce que, d'abord, je serais devenu le bon juge Magnot. Hein. Parquet n'osera pas te poursuivre. Et s'il te poursuit, moi je te relaxerai au nom de l'obligation, de l'état de nécessité. Mais je me suis dit, tu ne peux pas dire, présidente, connu comme tu es connu, si jamais on sait que c'est toi qui leur a dit d'aller voler, tu vas te faire. Non, mais derrière la... Mais ça m'intéresse. J'étais adoré de le faire. On t'aurait défendu. Hein. Non, je sais. C'est un grand enfant, en définitive. Non, mais je sais. Non, mais attendez, derrière dépassons les problèmes de personne. Parce que, bien entendu, on dit tu dis je dis je. Bon, moi, je suis pas nombriliste. Ça y est, c'est fini. J'ai mon ego. J'ai même rédigé le truc sur ma stèle. Il n'aurait été que juge pour enfants. Donc c'est terminé. Et puis le procès, les avocats de Bobigny m'ont déjà fait 2 procès. Avec des... Non, derrière ces anecdotes, l'idée c'est de rejoindre ce que tu disais, qui est effectivement pourquoi y a-t-il un blocage du non-droit dans l'institution tribunal pour enfants. Et pourquoi les juges ont tellement peur, les jeunes n'ont pas peur de nous, mais les juges ont peur de nous. Ouais. Pourquoi les juges pour enfants ont peur des avocats? Peut-être l'occasion de l'apprendre. Nous en avons un qui, depuis 23 ans, dans la fonction, qui en a connu des collègues, et qui, pourquoi... 23 Bobigny, 23... Pardon. Pourquoi est-ce que l'avocat fait si peur aux juges? Aux juges des enfants. Dominique, en première instance, parce que c'est le contraire à la Cour, où là, l'avocat est quasiment de droit, en assistance éducative, devant la chambre de la Cour. Et les gens, ils sont peu... C'est vrai que c'est en première instance. Oui, mais enfin, c'est aussi souvent en première instance que beaucoup de choses se jouent. C'est une question qui est complexe, et puis après on va laisser la parole pour que les gens puissent poser. Exactement, on va la faire circuler. De mon point de vue, et il ne faut pas le prendre mal, je pense qu'il n'y a pas encore dans le barreau la culture de la justice des mineurs. On est sur de la porcelaine, on est sur des gosses qui sont très très fragiles, et moi j'ai vu souvent des avocats foutre le bordel dans des situations qu'on aurait pu gérer. À l'inverse. Ça c'est ce qu'on nous oppose en permanence. Mais c'est pas faux. Attends, à l'inverse, je peux témoigner. Et je peux donner des exemples, je ne sais pas si je l'ai raconté dans le bouquin, mais j'ai plusieurs fois vu des avocats qui ont sauvé la situation, qui ont sauvé les gosses. Ne racontez pas, je l'ai lu, non, mais bon, ça m'aurait marqué. Non mais attendez, j'ai un détail, mais le bouquin c'est le tiers de ce que j'avais rédigé. J'ai gardé les 2. Non mais attendez, derrière la plaisanterie, j'ai encore cet avocat-là, pendant 3-4 ans, il a suivi cette situation, et il m'a permis, tout seul je n'y serais pas arrivé, il a permis à cette gamine de retrouver le fait de pouvoir vivre avec sa mère quand il était traité de pédophile par l'aide sociale à l'enfance, etc. Enfin j'en passe des meilleurs. J'ai vu des situations dans lesquelles les avocats, mais qui avaient compris, qui avaient l'intelligence du truc,
et qui s'inscrivent dans la durée. 1001 fois, je m'attendais à ce qu'il me dépose des conclusions, qu'il me fasse un bordel, etc. etc. Et il l'a joué finaude et il l'a obtenu. C'est un métier très compliqué d'être avocat d'enfant. Voilà, c'est pour ça que les avocats, maintenant qu'il y a des groupements d'avocats d'enfants dans toute la France, c'est et des formations. Et des formations. Je continue. C'est que pour devenir avocat d'enfant, il faut faire des formations et continuer à en faire tout au long de sa vie, c'est-à-dire aller dans des colloques de traumatologie, de psychologie infantile, pas seulement du droit, on est d'accord, là. Et nous ne sommes pas d'ailleurs reconnus comme, même quel que soit le boulot qu'on peut faire, c'est pas une spécialité du tout, hein, pas du tout, c'est pas reconnu. Comme pour les juges, la même chose, hein, même combat, d'accord. C'est pour ça aussi, alors je pense que c'est lié à disons, au mépris qu'ont nos politiques pour la justice des mineurs, et que même certains magistrats estiment que les juges des enfants sont des sous-juges. Ils font pas du droit. Voilà, ce qu'ils font soi-disant pas du droit, alors qu'ils sont quand même censés en faire, ils ont intérêt à en faire au pénal et mieux respecter le droit en assistance éducative. Eh bien, j'allais dire, c'est pour ça aussi que les avocats d'enfants sont tous rétribués à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire 3 francs 6 sous, une sous-misère. C'est pour ça qu'en assistance éducative, un avocat est gratuit totalement, sans même pas d'agir, si un jugement n'est pas rendu. Vous pouvez avoir 4 audiences et vous n'aurez rien. Au pénal vous allez au foyer, rien. Moi, j'étais sidéré d'apprendre que l'avocat qui avait vu tous les dossiers, qui était venu, il n'y a pas de chance, il n'y a aucun jeune qui était venu. Ça n'avait pas empêché d'ailleurs de les convoquer. En revanche, souvent, tiens, pour montrer l'importance de l'avocat, ça je l'ai vu sur 10 ans, j'ai des avocats qui m'ont sauvé les audiences pénales, les greffiers ayant oublié d'envoyer les convocations. C'est les avocats qui, eux, avaient convoqué les jeunes dans leur cabinet, et les gamins étaient venus après avoir vu les avocats. Maintenant, c'est pas sûr qu'on les fasse, compte tenu de ce qu'ils risquent, qu'on les fasse comparer volontairement. Alors je veux dire, mais pour illustrer ton propos sur l'abaissement des magistrats du siège en général, de la justice des mineurs en particulier, je peux en témoigner puisque je suis le dernier, il n'y a plus de présidents de tribunaux pour enfants. Il n'y a que des C'est symptomatique aussi. Hein. Je suis le dernier. J'ai été le dernier, pardon. Il y a des juges coordonnateurs. En d'autres termes, l'idée, c'est qu'il fallait ramener dans le rang une justice et un juge qui, quelque part, dérangeaient, quoi. Moi, j'en ai été la caricature avec Sarkozy, mais ça, c'est du superficiel, ça. Mais dans l'essence, dans le fond des choses, c'est une justice qui dérange. Et de fait, c'est une justice, c'est ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est une justice qui est très politique. Elle interpelle sur quoi? Sur la filiation, sur le traitement des familles les plus pauvres. Elle interpelle sur l'éducation, elle interpelle sur 1001 sujets. C'est une justice d'interpellation. C'est pour ça que le titre premier que j'avais prévu, mais ils n'ont pas retenu, c'est la justice en miroir. Le tribunal pour enfants, c'est l'agora, c'est le miroir de la société. On y voit toutes les grandes problématiques sociales du moment. Aujourd'hui, c'est les gamins terroristes ou les gamins mineurs étrangers isolés. Dans 5 ans, ce sera les enfants nés de procréation médicalement assistée avec donneur de ceci ou de cela. Parfait. Je veux vous couper là pour qu'on puisse faire circuler la parole. Je pense que notre public, nos auditeurs, mes confrères, mes consoeurs ont sans doute des questions ou des remarques. Allez. Les amis, ne me dites pas que vous êtes tous muets, que vous n'avez rien aussi d'observation sur la justice des mineurs. Peut-être un mot général, si tu veux. Ah, ça y est, voilà. Vous allez à Étienne. Pour compléter un peu ce que tu disais, Jean-Pierre, la complexité de la justice des mineurs, elle tient d'abord au fait qu'on est de plus en plus juridique. Dans le temps, le juge des enfants, pas de greffier, tout à la main, et il était juge d'instruction. Et la présence du greffier en instance éducative n'est pas obligatoire. C'est ça. Il était son propre juge d'instruction. Après, il était président du tribunal pour enfants, et on nous a dit à l'international, c'est pas possible. Le juge d'instruction ne peut pas être le juge de jugement. Et maintenant, il applique les peines. Voilà. Donc, ça a complexifié un système qui était finalement assez simple. Pour ne prendre que Paris, c'est plus que 1000 mineurs isolés étrangers, donc vous imaginez dans un parquet, dans un tribunal, ce que ça représente une masse, et un problème de masse. Vous avez ensuite un problème qui est soulevé par la protection judiciaire de la jeunesse, qui est la féminisation de la profession. Les juges des enfants étant toutes des femmes jeunes, tu l'as dit, qui sont nécessairement enceintes tôt ou tard, et donc la PJJ ne reçoit plus les actes, ne reçoivent plus, c'est ce que dit la PJJ souvent, ce qui fait que les présidents de tribunaux, évidemment, parfois ne remplacent
reste pas fait systématiquement au jour le jour, qu'on pourrait le faire dans l'enseignement par les instituteurs, par exemple. Ce qui fait que les actes d'assistance éducative n'arrivent plus dans la PJ et que quand les jeunes magistrats reviennent au tribunal, les placements, etc., arrivent en maths. C'est ce que dit la PJJ, puisque j'ai eu l'occasion d'aller dans tous ces centres PJJ et d'entendre tout ça pour faire des rapports. Pas d'accord du tout. Non, c'est vrai parce qu'elle dit qu'elle a raison. Hein. Oui, c'est donc, non, mais c'est un exemple, Dominique, parmi d'autres. Il n'est pas d'accord non plus. C'est un exemple parmi d'autres de la massification. C'est énorme. Et ce que disent les juges des enfants de Bobigny en ce moment, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens. C'est pas de Bobigny. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est quasiment toute la France. Le nombre de magistrats qui vous disent... Oui, mais c'est Bobigny qu'on entend. C'est pour ça Ils ont déclenché, mais vous inquiétez pas, ça va embrayer. Hein. Voilà, ça va embrayer. Moyens, la massification, effectivement, de tous ces mineurs et les mineurs isolés étrangers sont une masse considérable à laquelle il va falloir apporter une réponse, ça c'est sûr. Il me permet une parenthèse pour dire, c'est une réalité, les mineurs étrangers isolés, j'en ai traité des mines dont je connais le sujet par cœur. Mais je peux te dire tout aussi sincèrement que c'est un prétexte mais bien sûr. Pour toute une série de gens de ne pas faire le boulot qu'ils devraient faire. La PJ en premier, un certain nombre de magistrats ensuite. C'est un bon prétexte. En plus, c'est les étrangers. Bien sûr. Ils ne font pas le boulot pour eux. Non. Si, il y en a bien plein qui font un boulot extraordinaire. Mais le débat sur les mineurs étrangers isolés est une réalité. Je connais le sujet par cœur. J'ai contribué à faire que l'État s'investisse quand, en 1995, Charles Pasqua nous disait « c'est le problème de la Seine-Saint-Denis, vous touchez les royalties de Roissy, donc vous devez vous en occuper ». On a mis 15 ans pour amener l'État à s'en préoccuper. Donc j'ai mené le combat. Enfin, on a mené le combat. Il n'empêche que les mineurs étrangers isolés pourraient être un vrai problème. C'est le prétexte d'un certain nombre de gens pour se défiler sur la justice des mineurs. Juste un truc, parce que de toute façon, j'allais dire, ça n'est pas, c'est effectivement un prétexte. Les mineurs non accompagnés, puisqu'on on les appelle comme ça maintenant, il y a, j'allais dire, des quantités de décisions à prendre. Ça n'est pas absolument pas à cause des mineurs non accompagnés qu'elles ne sont pas exécutées. C'est parce qu'il y a de toute façon, au niveau de la justice, une telle raréfaction des moyens. L'ordonnance de 45 fonctionne. C'est uniquement les moyens qui ne sont pas donnés. Est-ce qu'on peut compléter en disant que la PJ, avant que les mineurs étrangers isolés se posent le problème comme c'est? Tout le monde sait ce que c'est que la PJJ, hein, protection judiciaire. Il peut y avoir quelques spectateurs ou quelques auditeurs. Je ne peux pas être taxé d'être polémique, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on me fait dire. On dit souvent que je suis anti-PJ, alors je suis pour le service public. Je rage. Depuis, j'étais à Versailles, donc avant d'être à Bobigny, je rage d'avoir vu la PJ est incapable d'apporter les réponses aux enfants délinquants que le tribunal lui demandait d'apporter. Je ne mets pas en cause l'institution, hein. Je ne mets pas en cause les personnes. Mais c'est bien, on était en train de faire circuler la parole. Pendant toute une époque, tous les foyers publics et privés étaient en train de se recroqueviller. On ne veut pas de la racaille parisienne, disaient les foyers et des présidents de conseils généraux de Perpignan et d'ailleurs. Jean-Pierre, voilà. Moi c'est mon truc d'avocat aussi. Ça s'est relancé tendance à défendre. Avec le branchu. Tu peux dire aussi que la PJJ a longtemps... Allez, mes amis, juste un truc. Dominique, et après je redonne la parole à... Je suis d'accord. Attendez, il faut quand même... La protection judiciaire de la jeunesse et les éducateurs ont été maltraités. Comme je n'ai jamais vu en plus, oui. Par leur fameuse, comment s'appelait, la RGPP. RGPP, voilà, qui était une manière de dire, on vous coupe les moyens. 2007. On vous coupe les moyens. Vous qui fonctionnez aussi avant comme des éducateurs, c'est-à-dire au pénal et au civil, terminez le civil, désormais vous êtes là pour aller y aller. Et on résume en disant le juge pour enfants garde compétence au civil, mais il ne peut plus mandater pour la protection judiciaire. Il ne peut plus demander. Vous entendez le mot protection? Protection judiciaire de la jeunesse, c'est uniquement au pénal, où maintenant c'est une justice répressive, et vous êtes là pour les reprendre en main. Plus, moins de moyens, plus de situations avec des mineurs, avec des jeunes compliquées. Voilà. Donc c'est facile de charger les mules. Mais franchement, ce qu'ils ont subi, ces éducateurs, on les a mis en détention, ce qui a été aussi pour eux un traumatisme total. Ils ont refusé longtemps. Mais ils y sont allés. Ceux qui étaient les syndicalistes et de la vieille génération ont refusé, les jeunes n'ont pas refusé. Mes amis, on va laisser la salle à nos autres amis poser quelques questions. Étienne, le sage. Moi, en tant que responsable du groupe mineur, des avocats du groupe mineur au Conseil national des barreaux, il faut faire très attention parce que quand on parle au pouvoir public, et en ce moment on parle beaucoup au pouvoir public parce que nous attendons une réforme qui va remettre à plat l'ordonnance de 1945,
45 et peut-être aussi l'enfance en danger, il faut rappeler au pouvoir public que la justice des mineurs est une justice qui fonctionne bien. Oui, parce que les principes qui la guident c'est ce qu'on a dit sont en disant bons. 80% Les on principes les qui revoit la guident jamais. sont bons. Et les principes de l'ordonnance de 45 qui sont une juridiction spécialisée, la primauté de l'éducatif et l'exclusion de minorité, ces grands principes, et avec surtout la primauté de l'éducatif, y compris pour les infractions les plus graves, ces grands principes qui définissent l'enfant délinquant, les termes sont importants, enfant délinquant, et non pas le droit pénal des mineurs, et qui définissent aussi de l'autre côté l'enfance en danger. Les termes sont aussi importants. Ces grands principes, il faut rappeler qu'ils guident une justice qui fonctionne correctement. Dans 85% des cas, un mineur délinquant ne l'est plus, la majorité. Et en plus, c'est ce que tu le reprends dans ton bouquin d'ailleurs. On va d'ailleurs. rappeler ça parce que le législateur, sous l'impulsion du gouvernement du jour au lendemain, pourra nous sortir une réforme qui va créer un code de justice pénale des mineurs, qui reprendra ou non les différents multiples projets qui ont existé auparavant, et qui va définir des principes qui risquent d'être inversés en matière pénale. Mais ça l'est avec déjà. avec d'abord la peine et ensuite ça l'est déjà quelque part. Et ensuite l'éducatif, et qui risque aussi de retirer au juge des enfants qui a cette double casquette et qui est le seul juge de notre droit à avoir cette double casquette civile et pénale, civile et pénale, parce qu'on traite des mêmes enfants, à la fois des enfants délinquants et des enfants en danger, et que cette double casquette est essentielle. Et on entend souvent les pouvoirs publics nous dire « mais qu'est-ce que ça veut dire? Le juge des enfants doit punir, et un autre magistrat, qui serait le juge des tutelles ou le juge des affaires familiales, pourrait très bien s'occuper des mineurs en danger qui ont besoin d'être protégés. » Et donc, il y a toujours un risque que nous sommes très vigilants, c'est le barreau, pour rappeler ce à quoi nous sommes attachés, il y a toujours un risque qu'à nous dire « c'est fini, la justice des mineurs, on l'a réorganise, l'ordonnance de 45 est obsolète, les mineurs d'aujourd'hui sont jusqu'au 45, c'est toujours l'argument, et donc on met à bas les principes qui guident notre justice. Donc il faut rappeler ça, la justice des mineurs fonctionne bien. Non mais vous avez raison. Alors, on est globalement, sauf pour ma part, on est entre juristes. Pas totalement, mais continuons. Non, parce que puisqu'on est là aussi pour réfléchir à voix haute, petit 1, je ne crois pas, on en parlait tout à l'heure avec Dominique avant le début de la séquence, même s'il y a des velléités, la priorité n'est pas là. La priorité, c'est la procréation médicalement assistée, la GPA, j'en passe des meilleurs. Ce n'est pas la réforme de l'ordonnance de 1945. Donc je ne crois pas qu'il y aura une réforme. Ceux qui s'y sont frottés, M. Varina, Mme Taubira, se sont plantés. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver une alternative. Et je rejoins ce que vous disiez. Ils n'ont pas réussi à trouver une alternative à quelque chose qui fonctionne relativement bien. Et qui est conforme, j'ajoute, à l'ordre national, Conseil constitutionnel, quand M. Ciotti dit la semaine dernière, je veux abaisser la majorité de 18 à 16 ans, il oublie deux choses. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un traité obligatoire et qui est à valeur constitutionnelle. Et deuxièmement, il oublie la décision du Conseil constitutionnel du 2 avril 2002. Non, du 22 août 2002. 2002, qui veut que la loi de 1906 ait valeur constitutionnelle, qui fixe la majorité à 18 ans. Mais laissons tout ça. Mais sur un point qui est important, et qui est l'essence des choses, de mon point de vue, je vais apparemment faire du droit, mais en réalité, je vais faire de la politique très très vite. Il y a un point de fragilité actuellement que peu de gens soulèvent, qui est la décision du Conseil constitutionnel de 2011, pour rejoindre ce que tu disais. La décision du Conseil constitutionnel de 2011 dit le même juge, au regard des grands principes internationaux, ne peut pas être juge de l'instruction, juge du jugement, et comme il n'y a pas de culture au Conseil constitutionnel, ils ont oublié, ils auraient pu dire le même jour, depuis 2004, juge de l'application des peines. Mais ça leur a échappé. Il manquait un juriste compétent dans la bande pour dire que c'était pas deux, mais c'était trois. Pour ça, je vous ai le geste là. Et donc, on a une décision du Conseil constitutionnel qui dit que le même juge ne peut pas, qui instruit, ne peut pas être juge. Heureusement que M. Ciotti est passé par là au mois de décembre 2011, sur ordre, il est passé par là, et il a fait voter un texte disant qu'il suffisait que le président qui va présider le tribunal n'ait pas signé l'ordonnance de renvoi. Qu'est-ce qui se passe à Bobigny? Le cabinet a fait signer... Partout. Dans toute la France. J'aime pas parler de ce que je ne sais pas. Dans toute la France. Je suis crédible parce que je parle toujours de ce que je sais. Personne ne peut me moufter. Il n'empêche que la loi Ciotti est anticonstitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle puisque c'est celui qui instruit ou qui signe. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Bon.
Donc il y a un point de fragilité du jour au lendemain, par une question constitutionnelle que vous pourriez poser les uns les autres avocats, tout le système peut s'effondrer. Moi je dis à mes étudiants, alors maintenant ça c'est du droit, maintenant je fais de la politique. Il s'effondrera d'autant plus facilement le système qu'on n'aura pas pris conscience de ce que je dis tout à l'heure en entame de mon propos, que la justice des mineurs n'est pas une sous-justice des adultes qui doit répondre aux critères de la justice internationale, c'est de l'action sociale judiciarisée. Moi je dis à mes étudiants en Master 2, vous devez, de mon point de vue, bien sûr vous n'êtes pas obligé de suivre votre prof, mais la position de votre prof, c'est que le juge pour enfants, sa qualité c'est d'être un juge partial. Non pas partial sur les faits, innocent ou coupable, mais partial au sens où il connaît le jeune. Et l'un de ses rôles va être d'accompagner, et moi je souhaiterais qu'il y ait un avocat qui soit l'avocat de l'enfant, on s'est battu pour, on n'y est pas encore, hein, qu'il y ait un avocat, qui est un éducateur, qui soit l'éducateur qui du début, un éducateur c'est une équipe, hein, c'est pas seulement une personne, quand actuellement des mesures ne sont pas exécutées ou sont exécutées par des éducateurs qui changent tous les 3 mois ou tous les 6 mois de fonction, grâce aux paritaires, parce que les droits des travailleurs sont mieux garantis que les droits des enfants. Donc moi je dis que le juge pour enfants est un juge partial, et c'est la spécificité de la justice pénale des mineurs, à la française, où le juge qui connaît une situation va accompagner la transformation d'un enfant délinquant un jour. Je termine, c'est ma thèse, pour qu'il ne soit pas délinquant toujours. Et donc, effectivement, il faut admettre que le même juge puisse instruire, juger et suivre. Mais ça veut dire que dans la tête, il y a une autre représentation de la justice. Et la défense a un rôle à jouer important. Pousse. Ouais, voilà. Pousse. Juste pour la défense, vous exprimer. Pousse. Voilà. Pour dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans l'existence. Le 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel qui s'est saisi, j'allais dire, sans de lui-même, parce qu'il y avait la loi qui arrivait. Oui. Eh bien, le même jour, au Conseil national des barreaux, 8 juillet 2011 a été signé avec le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux un accord disant qu'il faut qu'il y ait toujours le même avocat spécialement formé aux côtés du jeune, avocat fil rouge. Sur l'ensemble de son parcours. Sur l'ensemble de son parcours, quel que soit le domaine dans lequel le gamin se retrouve face à la justice, JAF, pénal, assistance éducative. Je suis pour. Qu'il y ait des formations communes, protection judiciaire de la jeunesse, magistrat, avocat, pour se connaître et travailler en pluridisciplinaire. Tout ça pour dire. À condition de ne pas être cuit-chemise. Tout ça pour dire que l'avocat devient le fil rouge de la justice des mineurs et que nous disons aux juges des enfants, n'ayez pas peur, nous sommes là pour donner à cette justice une vraie réalité juridique, être à côté de ces jeunes, leur expliquer aussi le sens de la justice des mineurs, car une décision rendue par un tribunal pour enfants qui a un sens pour un jeune évitera la réitération ou la récidive. Et donc, nous sommes certes contradicteurs, mais nous avons, c'est ça qui est merveilleux dans la justice des mineurs, c'est que ce soit le magistrat, que ce soit l'avocat, que ce soit le service éducatif, nous avons tous le même intérêt, que le jeune s'en sorte et ne plus le revoir devant la justice des mineurs. Parfait. Mes amis, sur cette très bonne parole, comme je sens que cette conversation, sinon, si je continue à la relancer, pourrait nous amener très loin, je vous propose de la clôturer là. Vous pourrez évidemment échanger quelques paroles avec nos amis lorsque je vais les avoir libérés de ces chaises, et notamment avec M. Rosenzweig, quand il sera de notre côté pour signer son excellent livre « Rentre justice aux enfants ». Je voudrais les remercier infiniment et qu'on applaudisse donc nos deux juristes qui sont très bien. J'ai quelques remerciements et quelques annonces. Je remercie la Société des Amis du Musée, toujours présente en la personne notamment de sa secrétaire générale, les personnalités présentes, les membres du Conseil de l'Ordre qui sont passés tout à l'heure, les anciens membres du Conseil de l'Ordre, les anciens membres du Conseil national des barreaux, les membres du Conseil national des barreaux. Il y a des candidats parce qu'il y a le dîner des Bourguignons à côté, au Quai de Cochon. Donc je sais qu'il y a des candidats qui passent dans les parages. Il y a aussi à remercier nos partenaires, la librairie La Petite Égypte et puis les Nôtres de Paris qui nous ont filmé ce soir et que vous pourrez sur lequel vous pourrez nous retrouver sur YouTube. Le livre de Jean-Pierre Rosenzweig est en vente donc de l'autre côté dans quelques instants. La prochaine audition du contradictoire au musée du barreau de Paris ici même a lieu le 10 décembre avec Étienne Madrange qui a pris la parole tout à l'heure et écrit de délicieuses chroniques sur l'histoire de la justice, le palais plein d'anecdotes, et Dominique Simoneau qui est chroniqueuse judiciaire au Canard enchaîné.
gêner. Je vous remercie. N'oubliez pas d'aller visiter l'escalier pour le chapeau, ça ira.